Depuis plus de 30 ans, le gouvernement canadien mène un grand combat contre les forces indépendantistes au Québec. Dans cette guerre politique, les services secrets canadiens ont souvent joué un rôle capital. La GRC, assez largement, pendant toute la période de 1977 à 1978-79, selon le rapport McDonald, a mené des opérations d'espionnage contre le mouvement indépendantiste au Québec. En 1970, durant la crise d'octobre, l'agent secret Carole Deveau infiltre le FLQ puis relance l'action terroriste au Québec. En 1973, la section G des services secrets de la GRC réussit à voler la liste des membres du Parti québécois. En 1974, l'explosion d'une bombe posée par un agent de la GRC va déclencher 2 vastes commissions d'enquête sur les services secrets canadiens. Claude Morin, l'un des ministres les plus importants... Le 7 mai 1992, Radio-Canada révèle que Claude Morin, le principal stratège du Parti québécois, était un agent de la GRC. Le gouvernement libéral de Pierre Trudeau avait déjà adopté des mesures avec le service de sécurité en disant il faut combattre le séparatisme. Tout l'arsenal de méthodes des services d'espionnage ou de renseignement était permis. Donc c'était une lutte, un combat à finir, si vous voulez, une guerre d'espionnage et une guerre politique. La guerre secrète, je dirais, aurait commencé au moment où le Conseil des ministres à Ottawa a décidé qu'il fallait vraiment faire quelque chose contre l'indépendance. Cette réunion-là a eu lieu le 19 décembre 1969. Il était présent M. Trudeau, M. Robertson et certains ministres. Ils ont fait convoquer le commissaire de la GRC, qui était M. Higgett, et lui ont dit « On veut que vous vous occupez des séparatistes de la même façon que vous êtes occupés des communistes, il y a 10 ans. » Il a dit, mais savez-vous ce que vous me dites, ce que vous me demandez? Ils ont dit oui. Au printemps 70, pour la première fois, le Parti québécois affronte l'électorat. Avec 23% des votes, il obtient 7 sièges sur les 108 de l'Assemblée nationale. C'est une défaite qui a l'air d'une victoire. Cela démontrait que le Parti québécois allait devenir une alternative aux libéraux. Le gouvernement fédéral s'est alors engagé dans une lutte à mort contre le mouvement souverainiste, parce que la situation lui permettait d'intervenir contre le Parti québécois de façon beaucoup plus radicale qu'il ne l'aurait pu dans des circonstances normales. In a way that they could not have intervened if it had simply been against the Parti québécois. Une semaine après l'élection, le premier ministre Trudeau met en place un comité interministériel pour renforcer le rôle de l'armée et de la GRC dans le maintien de l'ordre. Ce comité doit aussi définir les étapes à franchir si, un jour, la loi des mesures de guerre devait être proclamée. Enfin, la GRC forme une nouvelle escouade, la section G, chargée de combattre le séparatisme sous toutes ses formes. On craint surtout que le Front de libération du Québec commette de nouveaux attentats terroristes. The FLQ would always argue that there was no peaceful route. Le FLQ avait toujours soutenu que la lutte armée était le seul moyen d'obtenir la séparation. Les felkistes se sont probablement sentis poussés à agir de façon plus spectaculaire pour tourner la situation à leur avantage. Force the situation to move it in their direction. Le 5 octobre 1970, le FLQ frappe un grand coup en enlevant le diplomate britannique James Richard Cross. 5 jours plus tard, une autre cellule du FLQ kidnappe le ministre du Travail québécois, Pierre Laporte. Le gouvernement fédéral réagit aussitôt en créant un groupe de renseignement ultra secret, le Strategic Operations Center. Ce groupe doit gérer la crise. Eux, ils surveillaient ce qui se passait au Québec. Ils se sont rendus compte que le Front de libération du Québec avait un certain appui dans la population, chose qui les a fait grandement peur. Et ils ont conseillé une ligne dure. Je cite, ils ont dit « Servez-vous de la munition que vous avez ».
Le 15 octobre, le gouvernement fédéral déclenche l'opération Essai. En quelques heures, 8000 soldats occupent le Québec. They certainly wanted to solve the problem, but Il voulait d'abord et avant tout régler le problème. Mais Trudeau a vu dans ce déploiement l'occasion d'affirmer haut et fort que c'est le gouvernement fédéral qui menait. that the federal government was in charge. Puis, dans la nuit du 15 au 16, à 4 heures du matin, la loi des mesures de guerre est proclamée. Ceci a été fait à 4 heures ce matin, afin de permettre aux autorités de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour tenir en échec tous ceux qui préconisent la violence ou l'exercent à des fins politiques. The justification Pour justifier la promulgation de la loi des mesures de guerre, ils ont dit qu'ils faisaient face à une insurrection appréhendée. Certains ministres, comme Jean Marchand, ont fait des déclarations délirantes, parlant de milliers de livres de dynamite et d'une invasion massive de terroristes. Les seules informations que recevait le public canadien étaient celles-là, celles du gouvernement. The Canadian public had no idea, but this is what the government told them. 500 arrestations et 31 700 perquisitions sont effectuées sans mandat. Dans ce rapport, on parlait d'une dizaine d'unités environ, de 10 cellules comptant chacune 5 membres, donc de 50 à 100 personnes au maximum. Je pense que les ministres l'ont lu et je pense que le bureau du premier ministre en a pris connaissance aussi. Aucune de ces arrestations ou de ces perquisitions ne fera progresser l'enquête sur les enlèvements. La GRC a dit plus tard que ces arrestations avaient probablement retardé de 2 semaines à 1 mois la découverte des ravisseurs de Cross. Que les avoir laissés faire, ça aurait pu se régler plus vite. Et que si on leur avait demandé leur avis, ils n'auraient pas recommandé le recours à la loi sur les mesures de guerre. Personne ne leur a rien demandé. Le lendemain de la proclamation de la loi des mesures de guerre, Pierre Laporte est assassiné par ses ravisseurs. Les forces de l'ordre n'ont plus qu'une seule priorité, retrouver James Richard Cross vivant. La section antiterroriste de la police de Montréal recrute alors Carole Deveau. Sa mission, infiltrer le FLQ et découvrir où James Richard Cross est séquestré. Carole Deveau était l'espionne parfaite, si on veut. C'est une femme, beaucoup de charme, disons, très séductrice. Puis elle savait se servir de ses charmes. Carole Deveau était très utile à la police parce qu'elle savait rentrer dans certains groupes, des groupes assez importants, des groupes cibles, si on veut, pour la police. Elle pouvait aussi bien rentrer dans un groupe de felkistes, puis planifier, disons, un vol, ou même placer des bombes. Carole Deveau a 24 ans et est chargée de cours en histoire à l'Université du Québec à Montréal. C'est une femme très manipulatrice. Je veux dire, c'était une femme très fonceuse aussi, très énergique, qui prenait des initiatives. Pour établir sa crédibilité auprès du FLQ, Carole Deveau commence par organiser un hold-up à la compagnie Cal Oil où elle travaille à temps partiel. Elle prétendait vouloir s'intéresser au FLQ et tout de suite, elle m'a proposé une action illégale de faire un hold-up. Comme c'était pas mon rayon, effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui a fait le hold-up en question. En quelques jours, Carole Deveau va réussir à identifier l'un des ravisseurs de James Richard Cross. The RCMP certainly had pretty good sources. La GRC avait de très bonnes sources et elle connaissait effectivement l'identité de tous les membres des 2 cellules impliquées dans les enlèvements. Il ne leur restait plus qu'à trouver où étaient détenus les otages, parce qu'ils connaissaient les ravisseurs. Après une enquête minutieuse, James Richard Cross est retrouvé et libéré le 3 décembre 1970. Pour sa contribution à l'enquête, Carole Deveau recevra 15 000 $, auxquels s'ajouteront de nombreux montants négociés pour chacun des renseignements fournis. Le 28 décembre, les ravisseurs de Pierre Laporte sont arrêtés. 2 semaines plus tard, l'armée se retire du Québec. Le moins qu'on puisse dire, appelez ça manipuler si vous voulez ou non, il y avait certainement eu un excès dans la manière de combattre
le fléau qui se résumait finalement à quelques douzaines de personnes. Proclamer la loi des mesures de guerre, mettre 500 personnes en prison, faire de 3 ou 4 000 descentes et perquisitions dans les maisons, c'était certainement excessif par rapport à l'objectif recherché. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'on avait aussi un objectif politique, à part de l'objectif purement policier de rechercher quelqu'un qui a fait un enlèvement. Avant le déclenchement de l'opération Essai, le Parti québécois comptait 80 000 membres. Quelques mois plus tard, il n'en reste plus que 30 000. Ce que le gouvernement a dit à la GRC après 1970, c'est « Allez-y, faites ce qu'il faut pour casser le mouvement séparatiste, mais épargnez-nous les détails. » Ils avaient carte blanche. Après la crise d'octobre, Carole Deveau reprend ses activités clandestines. Elle a mis sur pied des fausses cellules du FLQ. Elle a prolongé l'action du FLQ. Donc, elle a carrément fait un travail, un faux FLQ. En décembre 70, Carole Deveau crée une première cellule du FLQ. Au bout de quelques mois, lorsque je réfléchis à tout ça, je vois que par un drôle de peut-être de processus psychologique, tu vois, ma personnalité s'est divisée en deux. Tu vois, Carole Deveau, tu sais, moi, et un peu Poupette, tu vois, l'agent d'information. Le numéro. Le numéro, tu sais, SAT 945-171. Elle passe à l'action le 6 janvier en commettant avec 3 complices un attentat à la bombe incendiaire contre la compagnie Brinks à Montréal. L'attentat de la Brinks sera considéré par tous les médias comme la renaissance du FLQ après octobre. Ça servait les intérêts de la police de tenir la population, disons, en suspens. C'est à cause de Carole Deveau et de d'autres comme elle que la police a réussi à maintenir d'une façon très artificielle un climat de peur et d'insécurité au Québec. Le 19 février, Carole Deveau organise un attentat à la dynamite derrière un bureau de poste. Ce nouvel attentat terroriste va pousser René Lévesque à condamner de nouveau la violence politique. C'est ce qui traîne encore, si vous voulez, de cette tentation de la violence dans certains milieux qui n'ont pas le courage, si vous voulez, de nous quitter dans certains cas. C'est-à-dire qui ne croient pas à l'action politique, qui, si vous voulez, par exemple, sanctifient le terrorisme, etc., là, sous diverses formes, et qui, malgré tout, s'accrochent encore au parti. Ça, c'est fondamentalement contre l'option même du parti. Il faut trouver le moyen de s'en débarrasser. Deveau crée ensuite 6 nouvelles cellules qui émettent toutes des communiqués appelant à la lutte armée. C'était facile pour les médias d'embarquer dans le panneau, d'embarquer avec. Parce que Carole Deveau, elle savait comment se servir des médias. Elle savait où placer ses communiqués, à qui parler et comment travailler avec la police. Carole Deveau récidive en créant la cellule Jalbert. Elle tente sans succès d'extorquer 200 000 $ au gouvernement en menaçant de faire exploser un avion en vol. Encore une fois, cette recrudescence de la violence politique amène l'exécutif du Parti québécois à condamner avec vigueur le terrorisme qu'il juge humainement immoral et politiquement sans issue. À la fin de 1971, Deveau organise un nouveau hold-up. Cette fois, la police intervient et arrête 4 de ses complices sur le fait. La même semaine, un des leaders du FLQ, Pierre Vallière, annonce qu'il quitte le mouvement. La raison qui a expliqué, c'est que le FLQ était tellement cousu d'espions, puis de membres de la GRC, puis tellement manipulé par la police, qu'il ne se sentait pas à l'aise. Il pensait qu'il prêchait aux policiers beaucoup plus qu'à des jeunes qui étaient prêts à le suivre. Une semaine après la prise de position de Vallière, un communiqué du FLQ est publié dans les journaux. Ça disait clairement que le pouvoir politique était au bout du fusil. C'était fort bien rédigé comme communiqué du FLQ. C'est seulement que par après qu'on a appris que le communiqué avait été préparé par M. Cobb de la GRC, le grand patron de toute l'affaire. Then what the government did, the federal government did, was to say, oh, we didn't know. Le gouvernement fédéral a affirmé à ce moment-là ne pas être au courant de ces bavures. En fait,
Il était parfaitement courant. Après janvier 1972, Carole DeVaux va abandonner l'action terroriste et revenir à des méthodes d'infiltration plus traditionnelles. On peut leur reprocher à certains égards d'avoir été trop permissif, d'avoir permis à ce que l'opinion publique et même les dirigeants politiques croient que le FLQ est encore plus fort qu'en 1970, mais tout cela n'était pas vrai. En réalité, la situation était sous contrôle. Le terrorisme a servi, disons, à ralentir le mouvement d'indépendance du Québec, le mouvement naturel, souverainiste, qui s'était déjà manifesté à partir de 1968. En 1972, la personnalité rassurante de René Lévesque et ses nombreuses déclarations contre le terrorisme rétablissent un lien de confiance avec la population. Le Parti québécois, qu'on croyait définitivement anéanti un an plus tôt, dépasse maintenant le cap des 60 000 membres. Parmi ces nouveaux adhérents, on retrouve Claude Morin et quelques personnalités politiques qui vont donner au Parti québécois une nouvelle crédibilité. Pour la GRC, cette renaissance de l'indépendantisme fait du Parti québécois une cible prioritaire. Après octobre 1970, ils ont voulu s'assurer qu'il n'y aurait plus jamais d'activité du genre, du fait du FLQ ou d'un autre groupe semblable. Ils ont réagi de façon excessive, c'est évident. Ils se sont donné comme mission de traquer et de détruire le mouvement séparatiste. Mais ils n'ont pas toujours fait la distinction entre l'aile terroriste et hors-la-loi du mouvement et son aile parlementaire, parfaitement légitime. À la fin de 1972, la GRC met en place l'opération HAM. Son objectif, voler la liste des 60 000 membres du Parti québécois. La liste des membres du Parti québécois n'était pas... C'était pas une liste écrite sur papier. C'était sur des bandes magnétiques pour ordinateur qui étaient entreposées aux messageries dynamiques dans le nord de la ville. Puis c'était vraiment une opération là, du genre Mission Impossible, comme on a connu. Une importante réunion stratégique est organisée à Ottawa. Il y avait définitivement les gens du gouvernement d'Ottawa, il y avait des gens de la gendarmerie, il y avait des gens du CIA. Et puis, nous avions besoin de leur assistance pour mener à bien là, cette opération-là. Il y avait une 50aine de policiers affectés à ça, 44 en tout pour être exact. Puis là, ils ont commencé à ils ont mis ça sur pied, ils ont loué des locaux, ils ont loué des grandes salles, il y avait des entrepôts, ils ont fait des répétitions, sont préparés, il y avait des serruriers, il y avait des individus qui conduisaient des camions, des chauffeurs. C'était une opération fantastique. Pourquoi? Pour aller voler la liste de membres du Parti québécois. Le dimanche 9 janvier 1973, quelques minutes avant minuit, le signal de départ de l'opération est donné par l'agent coordonnateur. L'opération, extrêmement délicate, durera 5 heures. Je leur ai demandé de vider leur poche de tout ce qu'ils contenaient. Aucune carte d'identité, aucun permis de chauffeur. La seule chose que je leur ai remis, c'est 25 sous pour faire un téléphone au cas où un de nous là, se faisait prendre. À minuit 15 précise, les agents de l'escouade spéciale arrivent aux portes des messageries dynamiques. Il fallait neutraliser le système d'alarme. Boucher était un expert dans ce domaine. C'est lui qui a aussi débarré la porte dû au fait que c'était un technicien, un serrurier hors pair. Tandis qu'un complice fait le guet à l'étage, les agents entrent dans la salle des ordinateurs. Une fois rentrés sur les lieux, nous ne savions pas exactement où étaient situées les bobines que nous cherchions. Les rubans informatiques contenant la liste des membres sont finalement identifiés. Les agents s'en emparent, puis installent un système d'écoute électronique temporaire dans la salle et ressortent.
Et puis, de l'autre côté de la rue, on aurait pu capter là, les conversations, les allées et venues de personnes à l'intérieur de la bâtisse. C'était à la fine pointe, disons, de l'espionnage. La GRC avait tout planifié, jusqu'au dernier détail. À côté de ça, Watergate, c'était un vrai travail d'amateur. Une fois que nous avons communiqué avec les gens de l'extérieur, à savoir s'il y avait des gens sur Jeannemans, s'il y avait personne, nous avons quitté les lieux. Une voiture attend l'agent qui transporte les bandes. Pour déjouer toute filature, il est d'abord conduit au Victoria Hall, rue Sherbrooke. Puis, il monte dans une autre voiture qui, cette fois, l'amène au bureau de la compagnie d'informatique MICR System à Westmount Square. De là, on commencé l'ouvrage de pouvoir recopier les bobines. Ça n'a pas été facile, on a eu des difficultés, les gens étaient en contact avec des gens de l'extérieur, dont un groupe de Chicago qui donnait des directives aux gens de Montréal comment procéder pour essayer de décoder ces bobines-là et puis d'arriver à recevoir l'information qu'on voulait des bobines concernées. Il faudra plus de 3 heures aux experts en informatique pour réussir à copier les bandes magnétiques. L'information a commencé à sortir des bobines et puis nous avons été en mesure d'obtenir toute l'information qu'on voulait obtenir. À 4h30, le transfert informatique est enfin terminé. L'agent responsable des bandes est alors reconduit sur la rue Jeannemans. Vers les 5 heures, je crois, les bobines ont été replacées là, dans les casiers. À 5h15 du matin, l'équipe ressort de l'édifice et se disperse. L'opération Ham est terminée. Par la suite de ça, nous avons reçu des lettres de félicitations des quartiers généraux là, de M. Draper, à l'effet que c'était une opération extraordinaire et puis qu'il nous félicitait d'avoir réussi l'opération comme telle. On savait que c'était illégal parce qu'on attaquait un parti politique dûment autorisé par le gouvernement fédéral. Cette opération, qui est un indéniable succès en termes d'exécution, sera par contre un échec sur le plan du renseignement. La GRC utilisera cette liste de différentes façons, mais toujours sans succès. Elle ne réussira pas, entre autres, à démontrer que la fonction publique fédérale est infiltrée par les membres du Parti québécois. C'était des listes, disons, de membres, dans le sens que c'était très, très incomplet. Ça servait à rien. Il n'y avait pas quelque chose comme Monsieur un tel avec son nom, son adresse, qui disait il travaille pour le gouvernement fédéral, voici ce qu'il a fait comme travail pour le Parti québécois. Il n'y avait rien. C'était pas des espions. C'était du monde ordinaire qui faisait partie d'un parti politique. C'est vrai que ça n'a pas servi. L'information a été mise dans un garde-robe là, pendant des années. C'est malheureux. Mais par contre, ça a donné à savoir que nous pouvions faire une opération semblable, que c'était faisable de copier des ordinateurs, on pouvait le faire. En 1973, se tient la première élection provinciale depuis la crise d'octobre. Le 29 octobre, on pourra élire le dernier gouvernement provincial du Québec. Encore une fois, le Parti libéral axe sa campagne contre la menace séparatiste et remporte l'élection. Cette fois, le Parti québécois récolte 30% des votes, soit 7% de plus qu'à l'élection précédente. Il se retrouve toutefois avec un député de moins. Cette déception électorale va pousser le Parti québécois à adopter la stratégie de l'étapisme, défendue par Claude Morin. Malgré cet important changement de stratégie, le Parti québécois demeure toujours pour la GRC une organisation extrêmement dangereuse. Dans la nuit du 26 juillet 1974, survient le premier attentat terroriste depuis plus d'1 an et demi. Aux environs d'1h du matin, une bombe de faible puissance explose à Ville-Mont-Royal, au domicile de l'héritière des supermarchés Steinberg. Les dégâts sont mineurs, mais des traces de sang et des lambeaux de chair retrouvés sur les lieux indiquent que l'auteur de l'attentat est sûrement blessé.
la police a commencé à faire le tour des hôpitaux à Montréal pour essayer de trouver quelqu'un qui aurait pu être blessé. En fin de compte, ils ont trouvé qu'il y a un individu qui a dit qu'il s'était blessé en nettoyant sa voiture. La gasoline avait sauté dans son visage, puis ça l'avait aveuglé, puis ça y avait arraché une partie de l'oreille, puis ça y avait arraché une partie de la main, il était sourd de l'oreille. La police annonce alors à la presse que le suspect, nommé Robert Sanson, est un agent de la GRC. La nouvelle est aussitôt reprise par tous les médias. C'était Robert Sanson, un membre de la GRC. Un membre de la GRC qui travaillait dans l'escouade spéciale, l'escouade G, la lettre G, qui était l'escouade antiterroriste. Après un premier procès avorté, Robert Sanson se retrouve en cour 1 an et demi plus tard. En 1976, M. Sanson témoigne dans son procès. Il dit au début du mois de mars qu'il a fait pire que ça, que poser la bombe, pour la force, c'est-à-dire la GRC, et avec d'autres corps policiers. Et il lance un peu l'affirmation de façon décousue à l'occasion de son témoignage. Le procureur de la Couronne lui demande « Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?» Et il dit « l'APLQ, c'était nous autres. » Robert Sanson avoue alors avoir cambriolé en 1972 les locaux de l'Agence de presse libre du Québec, une agence de presse gauchiste et indépendantiste. Robert Sanson, qui était le premier à annoncer publiquement que la GRC avait fait des vols par effraction, avait commis des crimes. Ces révélations exceptionnelles seront interdites de publication jusqu'à la fin du procès. Malheureusement, Robert Sanson, une fois condamné, refusera d'ajouter quoi que ce soit à ses déclarations. Je suis allé le trouver une fois. Il voulait pas rien dire. Il dit, écoute, il dit, j'ai passé 5 ans en prison. Il dit, sais-tu ce que c'est pour un ancien membre de la GRC de passer 5 ans en prison? Il dit, si je m'étais ouvert la gueule une seule fois, il dit, ça aurait été la dernière fois. Malgré le silence obstiné de l'agent Sanson, les secrets les mieux gardés de la GRC vont bientôt être étalés au grand jour. Au début de 1976, Pierre Elliott Trudeau déclare que le séparatisme est mort. Pourtant, le 15 novembre de la même année, le Parti québécois est porté au pouvoir. Avec 41% des voix, il détient maintenant 71 des 110 sièges de l'Assemblée nationale. Je dois vous dire franchement qu'on l'espérait de tout notre cœur, mais on ne l'attendait pas comme ça cette année. Quelques semaines plus tard, René Lévesque forme son cabinet et fait de Claude Morin son principal collaborateur en le nommant ministre des Affaires intergouvernementales. PQ d'abord venait de prendre le pouvoir en 1976. L'année suivante, très peu de temps après, il y a eu l'histoire de l'agent Sanson, de la GRC qui a fait sauter une bombe. Et quand il a comparu, lui, il a dit qu'il avait fait encore pire pour la GRC. Et ce qui a ouvert le panier, si on veut, de crabe, là. Le 15 juin 1977, le premier ministre René Lévesque ordonne la tenue d'une enquête sur les activités de la GRC en territoire québécois. Cette commission d'enquête est présidée par l'avocat Jean Kèble. Lorsque la commission d'enquête est créée par le Québec le 16 juin, le niveau d'inquiétude à Ottawa augmente, évidemment. À ce moment-là, la GRC met en branle une enquête interne et découvre, à l'occasion de son enquête interne, qu'il y a effectivement autre chose. Les conclusions sommaires de cette enquête interne amènent la GRC à recommander au gouvernement fédéral de créer sa propre enquête. De l'avis de la GRC, elle s'estime peut-être mieux protégée par une commission d'enquête fédérale que par une commission d'enquête québécoise. Le 6 juillet, le gouvernement fédéral met donc sur pied la commission McDonald, chargée elle aussi d'enquêter sur les activités de la GRC au Canada. 2 commissions d'enquête qui travaillaient en même temps pour enquêter sur la GRC. On s'est rendu compte qu'il avait fait toutes sortes de choses répréhensibles. Et ça faisait pas la gloire de la GRC. On s'est rendu compte que la GRC travaillait dans le noir comme ça depuis longtemps, depuis très longtemps. La plus grande partie de ces opérations-là était illégale.
En ce qui touche le Québec, il y avait la perquisition illégale à l'Agence de presse libre du Québec qui a été effectuée en 1972. Il y avait le vol des listes de membres du Parti québécois effectué aux messageries dynamiques où elles se trouvaient sur ruban informatique en janvier 1973. Il y a eu également des faux communiqués émis par des officiers de la GRC en décembre 1971 pour inciter les gens à la violence alors que Pierre Vallière prônait plutôt un retour à la paix à l'époque. La GRC ne le croyait pas. Il voulait voir qu'est-ce qui se passait. Les audiences publiques vont rapidement révéler que les entrées par effraction et l'écoute électronique ne sont pas les seules méthodes illégales de la GRC. À l'intérieur de la section G, il y avait un petit groupe d'individus, de membres de la GRC là, qui s'appelait le Dirty Tricks Department, le département des mauvais coups. Là. Un département à l'intérieur de la section G qui n'était pas connu de l'extérieur, en ce sens que les quartiers généraux n'étaient pas au courant que ça existait au Québec, ici, là, à Montréal, mais qui s'occupait là, de faire certaines choses qui étaient, entre guillemets, là, pas trop catholiques. Il y avait eu également un incendie de grange pour, de l'avis de la GRC, empêcher une réunion avec les Black Panthers. Il y avait également des tentatives de recrutement d'informateurs par des moyens, disons, assez musclés, c'est-à-dire tentatives de séquestration, d'enlèvement, etc., etc. Certains agents de la GRC vont aussi dévoiler à la Commission leurs techniques d'intimidation et de recrutement d'informateurs. Il y a eu définitivement, à un certain moment donné, certaines personnes qui ont été enlevées sur la route et puis amenées dans un motel. Et puis là, bien, on leur a demandé certaines questions, puis essayé de forcer là, des dénonciations de ces gens-là. Maintenant, toutes ces choses-là ont abouti absolument à rien. En novembre 1979, Carole Deveau accepte de collaborer avec la commission Keble. Dans son témoignage, elle va dénoncer les techniques d'infiltration et de manipulation policière. À quoi ça peut servir, d'après vous, votre témoignage à vous dans la commission Keble, à quoi ça peut, à quoi ça devrait servir? Et je pense que ça va peut-être démontrer que la police fait des gestes qui peuvent être très lourds de conséquences pour la société. Je ne sais pas jusqu'à quel point le politique pour influencer la police, mais j'ai l'impression que ça serait... Ça devrait nous inciter à contrôler plus. Justement, il est temps peut-être qu'on aurait une police honnête, qui ne manipule pas des événements, qui n'engendre pas des climats sociaux comme ceux auxquels on a assisté. Et de là, toute l'étude de ce qui était l'opération Poupette, où une informatrice a reconnu subséquemment qu'elle avait préparé des communiqués au nom du FLQ, qu'elle en avait parfois discuté avec son contrôleur, etc., etc. Nous avions certaines informations à l'époque de diverses sources, témoignages, documentaires et autres, qui nous indiquaient qu'il n'y avait pas simplement qu'à la GRC où il y avait eu des communiqués dont l'authenticité était problématique, mais qu'il y avait également d'autres situations au service de police à Montréal. Pendant la commission Keble, elle a réussi à inviter tous les journalistes de la colline parlementaire, et sur la plaque de la maison, c'était écrit Jeanne du Sablon. Et elle a réussi donc à inviter tous les journalistes, et c'est elle qui servait à la table. Et pendant ce temps-là, tout le monde parlait de Carole Deveau, personne ne l'a reconnue, c'est elle qui servait le repas. Et comme ça, elle a su ce que tous les journalistes pensaient d'elle en plein moment de la commission Keble. Le 30 octobre 1978, la commission Keble est stoppée en plein élan. Après une longue bataille juridique, la Cour suprême du Canada refuse à cette commission provinciale le droit de consulter ou de rendre public tout document de la GRC ou du gouvernement canadien sans l'autorisation du Premier ministre du Canada. À la remise de son rapport, la commission Keble recommandera de poursuivre les policiers responsables des actes illégaux. Le procureur du Québec porte alors 47 accusations, mais aucune n'entraînera de véritables sanctions. Il n'est jamais facile de faire une enquête sur la police et celle-là a été tout aussi difficile que toutes les autres qui concerneront les activités policières. C'est un monde secret, c'est un monde méfiant. Et il faut aussi dire par ailleurs que les hommes politiques qui aiment bien pouvoir exercer un certain contrôle sur la police, en théorie, sont peu friands en pratique de vouloir l'exercer, car ils préfèrent souvent s'accommoder d'une zone un peu ambiguë, où ils veulent bien donner des directives assez larges
pour ne pas être embêté si jamais l'affaire tourne mal. D'un autre côté, le policier aime bien recevoir une directive, mais il ne veut pas non plus qu'elle soit trop stricte pour ne pas être embarrassé. Alors, c'est une zone ambiguë qu'il fallait, à toute fin pratique, inventorier. Nous l'avons fait. Nous avons suggéré certaines réformes. La commission McDonald a suggéré certaines réformes. La situation n'est pas parfaite, mais elle s'est améliorée depuis ce temps-là, je pense, de façon certaine. Le rapport de la commission fédérale McDonald sera rendu public quelques mois plus tard. Ces 285 recommandations vont entraîner une importante réforme des services secrets canadiens. The RCMP Security Service was, well, part of the Royal Canadian Mounted Police. Le service de sécurité de la GRC relevait de la très loyale police montée canadienne, même si plusieurs civils y travaillaient en tant qu'analystes. Pourtant, un bon nombre de ces officiers, de ses meilleurs agents, pensaient que le service devait être autonome. Le mandat du SCRS, son pouvoir d'investigation secrète, celui d'espionner les Canadiens, est déterminé par le Parlement. Ce pouvoir, très dangereux dans une démocratie, est soigneusement délimité et soumis à de nombreux contrôles. Par exemple, il existe au service de renseignement une commission de révision complètement indépendante qui jouit d'un accès illimité à toutes les opérations du service et qui peut rendre publique leur action si elle croit qu'ils outrepassent leur mandat. Going against their mandate, going outside their mandate. En 1979, René Lévesque charge son ministre, Claude Morin, de rédiger la question du futur référendum sur la souveraineté. Après plusieurs mois d'études, le gouvernement rend enfin publique la question référendaire. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Qu'à la suite d'un an, nous allons mettre en marche immédiatement le mécanisme de renouvellement de la Constitution et nous n'arrêterons pas avant ce soit fait. Le 20 mai 1980, après une dure campagne référendaire, le non l'emporte avec une importante majorité. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. René Lévesque s'engage alors à participer à la conférence constitutionnelle de novembre 1981 organisée par le gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau. C'est à Claude Morin, son ministre des Affaires intergouvernementales, que René Lévesque confie alors la tâche d'élaborer la stratégie constitutionnelle du Québec. Le Parti québécois avait perdu son référendum quelques mois auparavant. Le premier ministre René Lévesque avait convaincu, même forcé son parti à accorder en quelque sorte une dernière chance au Canada. Donc, il avait, au cours des mois précédents, avec d'autres premiers ministres, créé un front commun contre le gouvernement fédéral. Et il était question de rapatriement de la Constitution. M. Lévesque croyait, peut-être sur les conseils de Claude Morin, que cette fois-ci, ça pourrait réussir. Pour éviter que le Québec affronte seul le gouvernement fédéral, Claude Morin organise un front commun avec 7 autres provinces canadiennes. Claude Morin était considéré effectivement comme quelqu'un qui était un joueur d'échecs et qui calculait quelques coups à l'avance. Donc, il avait cette réputation en matière constitutionnelle et à cause de cela, évidemment, il était très respecté par les personnes qu'il conseillait. Il y avait beaucoup d'attentes de cette conférence fédérale provinciale. Il y avait beaucoup d'électricité dans l'air parce qu'on pensait que l'enjeu du pays se jouait. 2 semaines avant la conférence, la responsable du bureau du Québec à Ottawa réclame de toute urgence une rencontre avec René Lévesque. J'ai demandé à le voir seul, parce qu'à ce moment-là, j'avais plus confiance en personne. Donc, il m'a reçu seul à l'Hydro, ce qui se fait peu, hein, parce qu'habituellement, M. Lévesque était avec son chef de cabinet pour
toutes les raisons possibles, là. Alors, je lui ai raconté. J'ai commencé très directement. J'ai dit, Claude Morin prend de l'argent de la GRC. Claude Morin est sur le payroll de la GRC. Là, l'évêque est devenu très mal, très pâle. Il s'est comme affaissé. René Lévesque est confronté à un terrible problème. Claude Morin est le maître d'œuvre de la stratégie constitutionnelle du Québec. Lui seul a établi toutes les alliances avec les autres provinces. Sans preuve de sa trahison, René Lévesque ne peut l'exclure de son équipe de négociation. La conférence a donc lieu comme prévu. Ben, le front commun, d'abord, c'est brisé. Le Québec s'est trouvé isolé. Et quelques mois plus tard, une année plus tard, Ottawa rapatriait la Constitution sans le Québec. Et depuis ce temps, le Québec n'est pas signataire à cette Constitution. René Lévesque ne blâmera jamais Claude Morin pour cet échec, puisqu'il avait lui aussi défendu cette stratégie constitutionnelle. Par contre, quelques semaines plus tard, il obtient la preuve définitive que Morin a bel et bien collaboré avec la GRC entre 1974 et 1977. Il exige alors sa démission. Toute cette affaire ne sera révélée publiquement que 11 ans plus tard, le 7 mai 1992. Bonsoir, mesdames et messieurs. Radio-Canada a appris que Claude Morin, l'un des ministres les plus importants de l'ex-gouvernement Lévesque, a entretenu des contacts secrets pour lesquels il a accepté de l'argent avec le service de sécurité, la GRC, avant et après la prise du pouvoir du Parti québécois en 1976. Cette information-là, obtenue de sources de haut niveau dans les services secrets fédéraux... Dans son reportage Choc, Radio-Canada révélera qu'entre 1974 et 1977, Claude Morin a reçu, sous les noms de code Q1 et French Minuet, plus de 12 000 $ de la GRC. De 1974 à 1977, M. Morin affirme avoir reçu de 500 à 800 $ par rencontre. Ces rencontres avaient lieu environ une fois. Claude Morin a été la plus grande source imaginable pour la GRC. Quand on pense à quelqu'un qui était, disons, un des plus grands du mouvement indépendantiste au Québec, c'était un coup magnifique pour la GRC, sur le plan espionnage, sur le plan infiltration, sur le plan, disons, de chantage. À ce jour, personne n'a encore réussi à identifier la nature et la valeur des informations transmises par Claude Morin durant toutes ces années. Après 25 ans de guerre secrète anti-indépendantiste, un deuxième référendum sur la souveraineté du Québec est tenu le 30 octobre 1995. Encore une fois, le oui est battu. Mais cette fois, moins de 1% des voix le séparaient de la victoire. Nous avait déjà écrit la façon de combattre le nationalisme québécois, la meilleure, c'est de créer un nationalisme canadien. Et ça continue encore aujourd'hui. Vous voyez chez le COPS qui déborde avec ses drapeaux, ses millions pour faire des campagnes. C'est la même bataille qui se continue, elle n'est pas terminée. Alors pourquoi ça continue? Parce que le cas n'est pas réglé. Il y a encore 40 à 45% des Québécois qui disent non au gouvernement fédéral, puis 60 à 65% des Québécois qui se disent d'abord québécois avant d'être canadiens. Alors la bataille est dans la propagande, parce que c'est les esprits et les cœurs qu'on essaie de gagner. Et on essayait aussi par les méthodes souterraines de la lutte souterraine d'espionnage. Et c'est un combat politique qui se continue aujourd'hui. Le Canada est un drôle de pays. Vous savez, vous avez une province qui est rebelle depuis toujours et qui, depuis 40 ans, cherche à se séparer. Si c'était dans d'autres cieux, une telle volonté politique aurait produit des dizaines, des centaines de morts. On voit ce qui se passe au Moyen-Orient, on voit ce qui se passe ailleurs. Vous avez ici un contexte où, tout compte fait, cette situation, si on inclut la révolte de 1837, a produit quelques centaines de morts, et j'inclus la crise d'octobre là-dedans. Ce qui est peu pour un problème politique de cette envergure-là. La guerre s'est transposée à un autre niveau. Et je ne suis pas étonné, moi, que le gouvernement fédéral aurait pris une décision d'espionner, si vous voulez, le gouvernement du Québec, pour que le jeu politique se fasse, pour que le jeu soit politique et non pas, si vous voulez, sur un champ de bataille. Ça reste discutable comme moyen,
Mais en tous les cas, c'est peut-être moins violent que des bombes ou des armées qui s'affrontent et des centaines de morts.